Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à cette projection débat à la veille d'un jour férié. On attendait beaucoup de monde, mais malheureusement, bon, il y a le pont, il y a des engagements du public, mais malheureusement, on n'a pas pu remplir cet espace. Et je sais que Jean Plantu a l'habitude à la salle du Haut Conseil, une fois, on avait organisé une opération de solidarité avec le peuple syrien, avec Ali Farzat, et évidemment, c'était une manifestation d'une journée, et il y avait beaucoup de monde. Et Plantu, c'est pas la première fois qu'il vient à Lima. C'est un ami, de Lima, et tout le monde connaît son travail, son engagement pour les libertés, pour les droits de l'homme, et puis aussi pour son soutien aux créateurs et au travail des caricaturistes un peu partout dans le monde, à travers l'association qu'il a lancée, Cartooning for Peace. Et ce soir, nous avons le plaisir de l'accueillir avec Rado Melinou, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, il y a également Stéphanie Valuato, qui est la réalisatrice du film. Et juste un mot pour dire que, d'abord, le film, c'est l'histoire, c'est une histoire de deux personnes qui s'admirent, qui s'apprécient, Jean et Radou, qui s'est traduit c'est une quarantaine d'années d'amitié, et aussi voilà, ce film concrétise justement cette amitié. Et aussi, c'est un tour d'horizon à travers 12 pays, 12 caricaturistes qui sont engagés pour la liberté, pour la liberté d'expression, pour le dessin, tremper leurs plumes dans les blessures du quotidien, et aussi traduire ce désir dans des dessins crus, insolents, et c'est ce qui donne du piquant justement à ce qu'on lit, ce qu'on voit à travers la presse, et c'est ce qui constitue l'originalité de la démocratie en général. Voilà, la soirée, le déroulé de la soirée, donc on va voir le film, ensuite il va y avoir une intervention en live. Oui, parce que Radou, il tient à être présent tout à l'heure, parce que c'est lui, effectivement, comme dit Mathie, et je te remercie, Mathie. Je remercie aussi Jacques et Monique qui nous donnent encore l'occasion de pouvoir échanger comme ça, en toute liberté, à Lima. Et c'est vrai que faire venir Radou, qui est un peu fou, vous allez voir, le fait que quand on a déjeuné il y a 3 ou 4 ans, il m'a dit, tu sais, moi j'ai une idée, je voudrais faire un film sur les dessinateurs et de ton association qu'on a faite avec Kofi Annan, et je lui ai dit, mais attends, c'est pour le cinéma? Il me dit oui, pour le cinéma. Bon. Et en fait, vous allez voir, un vrai film de cinéma. Et franchement, on s'est fait plaisir tous les deux. Et Stéphanie, que vous verrez tout à l'heure, elle va arriver, Stéphanie Valuato, elle a parcouru toute la planète à partir du scénario qu'elle avait conçu avec son mari et avec Radou. Et elle s'est retrouvée à Moscou, à Pékin, à Caracas, à Tunis, enfin un peu partout. Et à Alger, bien sûr. Et Slim, il est reparti, mais il était encore là il y a quelques jours à Paris. Et vraiment, vous n'imaginez pas à quel point c'est magnifique de voir ces dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, tout ça,
Je trouve que c'est incroyable et je trouve que là on oublie le côté dessinateur, vous allez voir que des dessinateurs, mais oubliez le côté dessinateur et voyez qu'est-ce que nous pourrions apporter dans ces démocraties comme la nôtre, que je revendique comme une démocratie. J'adore mon pays, j'adore la France, et à la fois on sent que des fois ça pourrait basculer et que grâce à ces conversations que peuvent donner ces dessinateurs d'un peu partout sur la planète, je trouve que par exemple, quand on voit comment ça bascule en ce moment à Jérusalem, on a un besoin évident, très fort, de faire venir ces dessinateurs musulmans et juifs. Vous verrez Kishka d'Israël, vous verrez de Baha Boukari, le dessinateur de Al-Ayam, le journal palestinien de Cisjordanie. Je trouve que ces gens-là, on devrait pouvoir, et c'est marrant parce que souvent on a des rapports avec les profs ou des fois des rectorats, et ils sont un peu timorés parce que des fois ils ont un peu peur. Ah oui, mais alors il y aura un Israélien. Je veux dire, faire venir un Palestinien, il n'y a pas de problème dans les quartiers difficiles, il n'y a aucun problème, mais alors un Israélien, c'est casse-gueule, alors que c'est maintenant qu'il faut les faire venir, et c'est maintenant qu'il faut faire des magnifiques dialogues, et alors on le fait, hein, parce qu'il y a plein d'endroits, il y a des universités, des écoles, on fait ça régulièrement, mais j'aimerais le faire encore plus dans des endroits où justement il y a un manque de conversation avec des gens qui sont prêts à se foutre sur la figure. Et si vous avez amené, vous verrez ces dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, vous les amenez tous les trois comme ça, n'importe lesquels, devant un auditoire, les gens qui sont prêts à se foutre sur la figure, bah, très franchement, ils disent ah oui, alors comme ça, c'est possible. Et donc du coup, ils découvrent. Moi, je me souviens qu'on avait fait une exposition Cartooning for Peace à Rome, et je voulais mettre le dessinateur israélien en affiche. Et le maire, pourtant c'est un maire de gauche que j'aime bien, Veltroni à Rome. Et ben tout son staff a dit oh non, on prend un Israélien. On a besoin de dialogue, et c'est vrai que le dessinateur, il n'est pas plus doué qu'un autre. Il sait juste, il est comme un traducteur ou un interprète. Il sait juste dire les choses, et à partir de l'image qu'on présente, tout de suite les langues se délient. Et souvent les profs en économie, les profs de français, les profs d'histoire, ils sont étonnés parce que les gamins qui des fois ne disent rien, ils voient une image et tout de suite les doigts se lèvent et les langues se délient. Très bien. Bah, écoutez, donc voilà, Plantu a donné le ton du débat. De la spontanéité. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure, juste après la projection du film. Alors, bon film, bonne soirée et à tout à l'heure. Et merci d'être venu. À tout à l'heure.
Alors, du coup, je vous présente Stéphanie Valuato, qui est la réalisatrice du film, et qui a à la fois réalisé et fait le scénario avec notre pote à tous, Radu Milianu, que vous connaissez. Et d'ailleurs, Radu, qui a fait La Source des femmes, tu me disais qu'il n'a pas été présenté encore ici. Mais bon, c'est un film merveilleux, comme Va vie et devient, comme Le Concert, voilà. Et donc, c'est grâce à la folie de mon camarade que ce film, qui a été réalisé par Stéphanie, que vous avez pu voir ce film qui est vraiment émouvant. Et je vous dis tout de suite, je les ai laissés organiser le travail. Et je n'ai pas eu à intervenir nulle part. Je suis intervenu parce que tu m'as demandé d'aller à tel ou tel endroit, mais en gros, ce film, il s'est fait avec Stéphanie et avec Radu. Voilà. Je crois qu'on est là aussi pour nous laisser aller un peu à toutes vos questions, mais peut-être que Radu et peut-être que Stéphanie voulaient dire quelque chose. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais simplement quand même ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Jean. C'est que c'est aussi grâce à Cartooning for Peace qu'on est là, et à cette association qui réunit, et ça tu vas en parler mieux que moi, plus de 108 dessinateurs aujourd'hui. Et quand même, vous nous avez bien aidés pour avoir tous les contacts aussi dans tous les pays, et les liens avec les dessinateurs privilégiés, bien évidemment. Voilà. Et puis il y en a plein d'autres. Il y en a par exemple, là je vois le dessin. Regardez ce dessin, c'est un autre dessinateur. Le micro marche là, vérifie s'il marche. C'est un autre dessinateur, il est israélien, il s'appelle Avi Katz. Et je trouve que même si en ce moment on voit des tragédies, en ce moment, je pense à l'été terrible pour Gaza, mais à la fois ce qui se passe en ce moment à Jérusalem, je pense que pendant qu'il y a des tragédies, il y a des tas de dessinateurs qui font un travail formidable pour essayer de construire la paix pour plus tard. Mais quand ça viendra ou quand il parle, je vous montrerai des dessins pendant qu'il parle. Alors, oui, peut-être. Est-ce que vous avez des questions? C'est ça qui est intéressant d'échanger. Il doit y avoir des micros qui se baladent. Il y a un micro ici. Il y a déjà une question, je crois. Il y a déjà une question. Ah. Bonsoir, Monsieur Plantu. J'avais deux questions directement adressées à vous. Ouais. C'est ici. Vous êtes où? Tout en haut. Alors, d'abord, la première, c'est une remarque. C'était par rapport à votre introduction, quand vous disiez qu'il fallait ramener les deux camps un peu dans les quartiers difficiles, ouais, où le camp israélien et palestinien. Ouais. Je trouve que c'est très intéressant et c'est ce qu'il faudrait faire. Mais il faudrait aussi il faudrait que l'inverse se fasse aussi. Il faudrait que dans les autres instances, que ce soit au niveau politique ou au niveau médiatique, il faut qu'on ait aussi les deux camps, qu'ils aient le même temps de parole. Chose qu'on voit très peu en France. Je parle bien sûr au niveau français. C'était juste une remarque. Hein. Mais vous avez tout à fait raison. C'était juste une remarque. Deuxièmement, j'avais une question aussi pour vous. Est-ce que vous avez déjà dessiné, fourni un dessin, et après l'avoir fini, suite, je ne sais pas si en le montrant à un proche ou par vous-même, vous êtes auto-censuré? Vous vous êtes dit non, il est c'est trop sensible, c'est trop provocateur? Bien sûr, mais ça c'est comme nous tous, quand on parle, il y a des choses qu'on peut dire spontanément, même avec beaucoup de verve. Et puis il y a, on dit tiens, ça je ne vais peut-être pas le faire. Voilà, l'autocensure, elle fait partie de la vie. C'est normal que quand, par exemple, vous êtes fâché, mais imaginons, tiens, par exemple, vous êtes comme moi, quand j'étais, imaginez, vous êtes avec moi, avec Shimon Peres, à Jérusalem, où je lui montre des dessins sur la Palestine, où je dis que je ne suis pas d'accord sur les colonies, par exemple. Bon, il y a une manière de dire les choses. Je ne vais pas lui montrer les dessins les plus... Mais enfin, j'ai quand même le fait de montrer les dessins un peu dérangeants, c'est déjà le début d'un dialogue, et pour dire que là, je suis d'accord, et ça, je ne suis pas d'accord. Et je n'ai pas montré les dessins les plus vachards, c'est sûr. Mais ça s'appelle l'autocensure. Mais l'autocensure, elle fait partie de la vie, et ça ne me choque pas du tout de dire ça, je ne vais pas le faire, parce qu'en plus, ça pourrait risquer à tort. Par exemple, l'affaire des caricatures,
Kurt Vestergaard, que vous avez vu, le dessinateur danois. Et on ne le dit pas, on ne peut pas tout redire dans un film, mais 3 fois, ils ont essayé de le tuer à la hache chez lui. Hein, quand même, il y a une ambiance. Quand on est allé le voir avec Stéphanie, il y avait des flics partout, la maison de la côté est remplie de flics, et on n'a pas resté du tout sans les policiers toute la journée. C'est-à-dire, il y a toujours... Et sa salle de bain, c'est un blocos, qui d'ailleurs lui a servi à chaque fois. La dernière fois, ça lui a sauvé la vie. Mais... par exemple, pour reprendre l'exemple du portrait du prophète, les Danois, comme moi, je vous dis franchement, nous ne savions pas que dessiner le portrait du prophète était considéré comme un blasphème. À partir du moment où vous le savez et que vous avez des millions de gens qui le vivent comme un drame, je vous ramène à un truc très familial, ma mère, elle ne supportait pas qu'on soit 13 à table. Bon, on peut dire « Ah, tu exagères, maman. » Mais c'est comme ça qu'elle le vit. Eh ben, on n'était jamais 13 à table. Quand les gens vivent comme un drame de voir le portrait du prophète, moi, je trouve que... Tiens, un autre exemple, et après, j'arrête de parler parce que c'est... quand je suis allé à Jérusalem, une autre fois, on était avec des dessinateurs, et il y a un copain hollandais que j'adore, hein, mais à l'entrée du tombeau du Christ, il a voulu faire le zouave, il a pris une croix du Christ, et puis il a fait le zigoto, parce qu'il y avait une croix en bois à côté de... Et il a fait la photo pour faire le zigoto avec la croix. Il était à 2 doigts, à 2 pas, à 10 mètres de là où le Christ a été crucifié. Très franchement, moi j'ai été élevé chrétien, mais je ne suis pas croyant. Mais je me mets à la place des chrétiens. Et je voyais bien les gens qui sortaient de la sépulture du Christ, ils voyaient ça, ils disaient mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et moi, alors je lui ai rien dit, c'était trop tard, mais je pense que ne pas porter la croix en faisant le zigoto et un selfie, je pense que ça s'appelle l'autocensure, mais je trouve que ça s'appelle surtout éviter d'humilier inutilement des gens qui passent. Voilà. L'autocensure, c'est souvent ça. On peut aussi le considérer des fois comme une sorte de petite lâcheté. Alors évidemment, il y a des gens très lâches qui font jamais rien, qui bougent jamais rien. L'autocensure, ça fait partie d'ailleurs des dessinateurs, et puis je terminerai là-dessus, de Charlie Hebdo. Ils ont beaucoup fait de dessins sur le prophète et des choses comme ça, ils ont eu des ennuis, mais les 3/4 des dessinateurs de Charlie Hebdo travaillent au Journal de l'Humanité. Vous n'y trouverez pas des dessins dans le Journal de l'Humanité qui condamnent l'appartement du secrétaire général de la CGT. Ça s'appelle l'autocensure. Voilà. D'accord. Merci. C'est venu comme ça. Une autre question. Et voilà, il y en a 2. Comment ils sont assez fous pour faire ce genre de travail? Allez-y, il y a un micro qui se balade. Oui, je voudrais 2 points pour répondre à la question pour la réalisatrice. J'ai trouvé le film, la composition du film intéressante parce que vous avez alterné des images, des dessins des différents caricaturistes et des images et des hommes qui parlent, y compris les caricaturistes. Ce qui m'a été intéressant aussi, c'est après, et ce que j'ai aimé aussi, c'est que par ces dessins de caricaturistes, on voyait des formes différentes d'expression. Ça me paraît intéressant. Alors, il y a plein de termes. Alors, ce qui me paraît intéressant dans le film, mais c'est à travers la parole des caricaturistes, c'est tous les thèmes posés. Alors, je ne vais pas les dire, hein, mais ce qui m'a paru intéressant aussi, c'est le chinois qui, à un moment, dit il dit la liberté extérieure, c'est pas qu'il s'en fiche, mais ce qui lui importe, c'est la liberté intérieure. Voilà comment je reçois votre film au premier degré. Oui, pas au premier degré, mais première perception. Et puis alors pour les caricaturistes, vous nous faites rire de choses qui sont dramatiques. Ça, c'est mes observations. Merci, madame. En effet, ce que vous soulignez est intéressant parce qu'un film se construit aussi en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va amener à l'intérieur pour raconter une histoire.
on avait déjà des personnages incroyables qu'on a choisis, donc 12, même il y en a un petit peu plus parce qu'il y en a qui sont des personnages secondaires. Et puis, ce qu'on voulait, c'était être en immersion dans leur univers, c'était ça qui nous touchait, c'est-à-dire voir leur réalité, parce que ce qu'ils dessinent, c'est aussi ce qu'ils vivent au quotidien. D'où aussi les archives, ils dessinent toujours selon une actualité, donc ce qu'on voulait, c'était recontextualiser leurs dessins, d'où les archives, et puis, bien sûr, montrer leurs dessins. Alors, c'est vrai que parfois, on s'y attarde pas assez, mais d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti pour, si vous voulez passer plus de temps sur ces dessins qui sont repris. Mais voilà, c'était un peu l'architecture du film. Radu, si tu veux. Non, tu as tout dit. Oui, on a choisi effectivement les dessinateurs, bien évidemment d'abord en fonction de leur talent, mais aussi et de leur personnalité, de leur facilité de s'exprimer sur des choses à la fois drôles, mais aussi profondes et importantes. Et comme vous avez remarqué, notre souci était aussi d'essayer de couvrir d'une manière globale la géopolitique du monde et qu'à travers ces 12 vies, 12 destins et 12 talents, on puisse un tout petit peu raconter aussi le monde dans lequel on vit. Et avec toutes ces facettes les plus variées les unes des autres, c'est-à-dire traiter la facette financière, économique, religieuse, droit de la femme, idéologie, etc., etc. Et comme l'a dit Stéphanie, notre souci était par rapport à d'autres films, il y en a eu un ou deux qui ont été faits auparavant, on voulait vraiment qu'on s'identifie comme à des vrais personnages de fiction et qu'on les comprenne dans leur contexte, dans le contexte de leur vie. C'est-à-dire pour qu'on comprenne comment leur œuvre surgit. Elle surgit à cause d'un contexte, à cause d'un destin et d'un contexte. Et on trouvait que ces 12 personnes, en tout cas, les 12 personnages principaux, qui a été d'ailleurs le début de l'aventure, hein, la promesse qu'on avait faite à Jean, c'était de raconter 10 destins hors de commun, 10 personnalités. Pour moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je suis tellement fatigué de voir des faux héros autour de nous et surtout beaucoup dans les médias que j'étais ravi de découvrir de vrais héros, même s'ils sont anonymes, qui me donnent beaucoup d'espoir dans ma vie, en me disant qu'il ne faut toujours pas baisser les bras, qu'il y a encore un espoir et qu'il y a des gens qui s'y battent. Il y a le monsieur qui a le micro, après... La musique, c'est Armand Amar, donc le compositeur qui travaille tout le temps avec Radu sur ses films et qui a fait un travail immense parce que c'est vrai qu'il a travaillé sur le film Home de Yann Arthus Bertrand en documentaire, mais comme il disait, ce qui était difficile, c'était aussi de faire une musique, parce qu'il parle beaucoup le film, donc de faire une musique qui souligne ou qui amène de l'émotion là où il y en avait besoin sans trop en ajouter. Et je trouve qu'il a vraiment super bien réussi, quoi. Et il y a une voix qui est dans le film, qui est aussi dans la salle. Donc est-ce que Nazira, tu es là? Elle est là, et voilà. Vous l'entendez. C'est une des plus belles voix au monde. Et qu'on entend aussi beaucoup dans mon film La source des femmes. Merci encore. Oui, bonsoir à tous. Moi d'abord, je voulais vous dire que j'ai passé une bonne soirée et je pense que beaucoup de monde la partage comme moi. Vraiment de nous avoir fait le tour du monde et de nous avoir fait montrer toutes ces pensées, toutes ces idées, tout du monde entier, avec les caricaturistes qu'on a vus, qu'on vient de voir. Et justement, je trouve que c'est dommage que ce soir, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, parce que ce film mérite, à mon avis, d'être vu par beaucoup de monde. Et justement, je voulais vous poser la question par rapport à ça. Est-ce que vous pensez le diffuser dans d'autres endroits et dans les salles de cinéma, pourquoi pas? J'ai une réponse qui va vous impliquer en tant que citoyen.
Alors, attendez, je termine. Et père. Si vous voulez, parce que j'ai une autre question à Jean Plantu. Oui, juste je réponds à celle-là et vous la posez ensuite. Je vous laisse répondre. Donc, comme un film, comme toute œuvre d'art est un dialogue entre des artistes et des spectateurs qui ne se ferme pas, le DVD du film sort le 2 décembre. Donc, si vous voulez qu'il soit vu, ça ne tient qu'à vous. Ça sera un formidable cadeau de Noël. Le titre, c'est Caricaturiste, fantassin de la démocratie. C'est le même titre sur le DVD. Donc, votre question à Jean? Oui, ma question à Jean, ce qui m'a frappé le plus, que j'ai retenu, c'était quand vous étiez avec les caricaturistes israéliens, je crois, et vous lui avez dit qu'en France, vous ne pourrez pas faire un dessin comme ça, et vous a dit d'émigrer en Israël. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce dessin? Il jette même son feutre. Très énervé, hein. Mais on le voit, il était chac. Non, c'est parce que... Parce que à chaque fois que... Oh non, ça va. Merci. À chaque fois que... j'adore Kishka. Bon. C'est un pote depuis plus de 20 ans. Et à chaque fois, il m'énerve parce que à chaque fois, quand Ciné a été viré de Charlie Hebdo il y a 4-5 ans, il ne voyait pas où était le problème. Et à chaque fois, je lui dis, mais arrête, tu sais très bien qu'il y a des tas de gens qui, il suffit d'écrire, ou comme moi par exemple, l'autre jour j'en parlais sur France 24, il suffit que le CRIF ne soit pas d'accord avec un de mes dessins sur les orthodoxes de Jérusalem, pendant 15 jours, il suffit que le CRIF me brocarde, après je sais que pendant 15 jours, je vais pas pouvoir... Enfin, ça va être dur pendant 15 jours. Et c'est très dur, très très dur. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que un petit jeune qui a 20 ans, il va peut-être choisir un autre métier. Parce qu'il va dire, attends, dans la même semaine, le gars, il se fait traiter d'anti-chrétien. Je viens d'être relaxé d'un procès. Le dessin dont je parle dans le film, j'ai été relaxé il y a 15 jours. Bon, des fois, si je dessine trop des barbus, on va dire, ah oui, mais vous stigmatisez. Bon. Sur les orthodoxes de Jérusalem, on va dire que c'est antisémite. Je veux dire, tout ça dans la même semaine, ou en plus, si je dessine Martine Aubry en éléphant, on va dire, c'est antiféministe. Alors, je veux dire, ça va. Et donc, un petit jeune, il va peut-être dessiner des lucioles, des éclairs au chocolat, je sais pas quoi. Là, il est sûr de ne pas avoir de problème. Aujourd'hui, on a une liberté folle, en réalité, et puis il y a des torpeurs et des peurs qui s'installent qui ne se justifient pas. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est vrai que dessiner, des fois, comme la nana, la ministre, avec un nez un peu proéminent, ça, jamais je le fais, parce que c'est trop dur à supporter après. Qu'on m'attaque sur mes positions politiques parce que je ne suis pas d'accord avec le pilonnage contre Gaza, bon, je sais. Mais je ne vais pas, en plus, en rajouter sur un détail... un détail. On va la refaire. Mais sur un petit aspect du dessin qui fait que, non, je vais m'en ramasser plein la figure pour rien. Donc, je peux la dessiner autrement. Et ce qui m'importe, c'est la force politique qui est dans mon dessin. La manière de le dessiner après, c'est pas grave. C'est comme pour le prophète. Je veux dire, puisqu'on peut dessiner très bien des fondamentalistes qui lapident des femmes en Iran ou ailleurs, ça, c'est le boulot. C'est pas un problème de religion, d'ailleurs. C'est un problème de droit de l'homme. Voilà. Et c'est un problème de droit de l'homme, des droits des femmes. Je parle même pas de religion. Et ça m'intéresse pas de parler de religion. Ou même... je termine là-dessus. Il y a un copain dans l'équipe là, de Cartooning for Peace, il a dessiné Jésus-Christ qui marche sur l'eau. Vous voyez, c'est pas très méchant, il marche sur l'eau. Les apôtres qui nagent à côté, et les apôtres ils lui disent, mais t'es con, elle est bonne. Bon, ça marche. Voilà. Tu n'as pas le dessin, là ? Ah, dommage. Une question ? Bonsoir. Soirée superbement réussie, à la fois caustique et finement ciselée. Hein. Le film a un regard très perçant sur le regard ouvert sur le monde. J'ai une question par rapport à la création de l'association. Quels sont les buts recherchés, bien qu'on devine lesquels, mais je voulais que vous appuyiez là-dessus un peu plus. Merci.
Je peux répondre, mais Chloé qui est là ou Claire qui est là de l'association, si vous voulez prendre le micro, vous faites comme vous le sentez, c'est comme vous voulez, vraiment. Le but, c'est le tout premier, en tout cas, et coupez-moi si vous avez besoin de rajouter quelque chose, le but, c'est juste la première rencontre qu'on a faite à New York avec Kofi Annan, ça s'appelait « Désapprendre l'intolérance ». Et bien, rien que ce programme-là, là, il y a 30 ans de boulot génial à inventer, désapprendre l'intolérance. On apprend tellement l'intolérance en ce moment que désapprendre l'intolérance par le moyen du dessin, là, vous avez un boulevard formidable et on fait beaucoup de choses. Hein. Je vous ai dit que des fois, on tombe sur des gens qui sont un peu timorés, mais on est allé dans les quartiers difficiles de Marseille, dans un endroit qui s'appelle l'école de la deuxième chance, où il y avait des petites jeunes qui étaient là et qui ne comprenaient pas pourquoi il y avait des dessinateurs soudanais de l'association, je ne sais pas si je l'ai là, mais qui ont fait des dessins contre les mutilations sexuelles. Et ben, ça faisait un débat formidable. Et puis, ce qui est formidable dans ces cas-là, c'est qu'il suffit qu'il y ait un dessinateur du Maghreb qui intervienne, qui dit « Ah, tu veux que je te dessine ? Tiens, je vais te montrer qu'est-ce que c'est qu'une mutilation sexuelle ?» Et il fait le dessin. Et en plus, s'il le termine et qu'il le dit en plus en arabe, c'est génial. Là, c'est une vraie vocation pédagogique et on peut franchement construire un monde de tolérance. Il suffit juste qu'on nous donne les moyens qu'on n'a pas pour le moment, mais on va peut-être un jour les avoir. Il y a une question, non, mais il y a le micro. Ouais, je donne à... Très bien. C'est ici. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. À vous trois, donc, ça a été une expérience vraiment enrichissante parce que vous avez donné ici un aperçu mondial de ce que peut être le métier de caricaturiste et je pense que c'était l'initiative de ne pas rester seulement sur le point de vue de ce que nous, Français ou Européens, pouvons voir dans la caricature, qui est souvent un moyen de se moquer ou de dénoncer des choses qui nous paraissent peut-être un peu futiles, lorsque vous nous montrez que dans d'autres pays, dans d'autres atmosphères, ça va être de remettre en question l'autorité, dénoncer les abus réels et même dramatiques que pourrait être un pouvoir dictatorial. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est une façon de nous éduquer. Moi, je parle en tant que jeune. Vous parliez tout à l'heure d'un jeune de 20 ans, monsieur Plantiou. Voilà, donc en tant que jeune de 20 ans, je vous dis merci, vraiment. Et, si. Et c'est aussi justement en tant que jeune de 20 ans que je vous pose la question. Voilà, je suis aujourd'hui avec un autre camarade de 20 ans. Nous venons de la Sorbonne et nous serions ravis de pouvoir vous avoir, de pouvoir projeter ce film dans notre université parce que c'est l'objectif qu'on a, nous aussi, d'éduquer nos semblables, de leur montrer toutes les réalisations qu'on peut faire au nom du droit à l'expression des droits de l'homme. Voilà, donc merci encore. Je laisse la parole à Stéphanie et à Radou, c'est eux qui vont vous organiser ça. J'y étais samedi à la Sorbonne, c'était génial, j'ai fait participer à un débat. Et ouais, c'est un super lieu, non, on va le faire. Bien sûr, je vais dire quelques mots et après je passerai le micro à Radou. Nous, on vit justement aussi le réseau de l'éducation nationale, les écoles, les universités. Donc on est plus que partant et on va définir quand et comment, mais c'est avec grand plaisir, bien sûr. Radou ? Non mais voilà, tout a été dit. On va échanger nos coordonnées et on le fera. Avec plaisir, magnifique. Et merci de l'avoir proposé. Monsieur. C'est un endroit magnifique, on peut faire des super débats. Oui, moi je voudrais juste essayer d'apporter une réflexion sur le statut aujourd'hui du caricaturiste. Il est évident que la caricature a toujours été, depuis le Moyen-Âge, l'emblème de la résistance, parce qu'elle véhiculait tous les symboles de la résistance. Il se trouve que, je m'excuse de parler de moi, j'étais l'un, enfin, tu m'as reconnu, j'étais l'un des acteurs principaux de mai 68, cofondateur du mouvement du 22 mars à Nanterre. Et donc, je relis ça, je dis ça uniquement pour le relier. Et tu connais le rôle de la caricature. Notre dernier quartier général, c'était les Beaux-Arts.
Et donc, notre véhicule, on faisait des affiches caricaturales en sérigraphie et on n'avait que les murs pour les diffuser. Voilà. Et nos caricatures, on les taguait aussi sur les murs. Voilà. Et c'est juste pour apporter cette réflexion, c'est que pour moi, je suis sociologue et artiste peintre exposant ici. Et c'est que on vit une révolution numérique qui donne à l'esprit de mai, pour la première fois, les moyens de se réaliser. À l'époque, on se battait pour une société de fraternité, une société interactive, créative. Voilà. Et donc, le rôle même du c'est une mutation unique depuis 5000 ans. C'est-à-dire, c'est le passage, hein, tu as connu Félix Guattari, qui a été celui qui a théorisé en plein mai 68, dans le mouvement du 22 mars, le concept de transversalité. C'est-à-dire que pour la première fois, depuis 5000 ans, depuis les Sumériens qui ont créé la société pyramidale, même les pyramides d'Égypte ne sont qu'une figuration symbolique de cette affaire, avec le pouvoir au sommet, on passe, grâce à la révolution numérique, à la pratique généralisée d'une société transversale, à tel point que la société va plus vite aujourd'hui que ceux qui la gouvernent. Et donc le rôle du caricaturiste est forcément son statut, mais c'est son rôle, sa conscience est différente. Tu as parlé de l'autocensure. Il est évident que l'autocensure se pose par rapport à l'éthique. Et l'éthique n'est pas la morale. L'éthique, c'est par rapport à soi-même. La morale, c'est par rapport à la société. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre autocensure? Là, on a vu des auteurs connus mondialement. Est-ce qu'ils ne s'imposent pas une forme à un moment où il y a la libre circulation de l'information, où sur Internet, on peut publier tout ce qu'on veut, sans grand risque? Est-ce qu'il n'y a pas une autocensure chez de grands caricaturistes uniquement parce qu'ils appartiennent à des médias institutionnels et qu'ils tiennent à leur statut dans ces médias? Par exemple, je vais vous montrer l'exemple des dessins qu'on avait montrés dans les quartiers nord. C'est un Soudanais qui a fait ce dessin-là sur les mutilations sexuelles. On voit la petite fille, tout va bien, la famille, tout ça. Bon, et puis après, elle commence à comprendre ce qui va se passer. Et puis, voilà, ça tourne mal, ça tourne tellement mal que... Voilà. Ça, le fait que ce soit un dessinateur que j'ai rencontré à Khartoum qui fasse ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est un vrai travail, je dirais, de résistance. Pourquoi je n'irais pas jusqu'à faire des dessins comme ça à la une du Monde, aussi durs comme ça? Parce que je sais que ce sera ressenti. Je fais des dessins contre les mutilations sexuelles, bien entendu. J'en ai fait plein. Mais aussi dur que ça, non. Et ça, je me l'interdis parce que je pense que c'est aux dessinateurs qui viennent de ces endroits-là, d'Égypte ou du Soudan, qui ont une légitimité pour parler d'une telle dureté de cet aspect-là. Il y a des choses que je m'interdis, à tort ou à raison, mais il n'y a aucun sujet que je m'interdise. Il y a une manière de dire les choses. Et dans cette manière, je peux dire, oui, ça je vais le faire, ça je ne vais pas le faire, voilà. Ça répond à la question, ça va ? Oui, sauf qu'on sait tous que toi, tu as un statut particulièrement de liberté, particulièrement, je pensais à d'autres dessinateurs, hein, on pense au Figaro, qui protègent malgré tout leur poste dans leur journal. Ils savent que s'ils sortent d'une certaine ligne... Oui, nous sommes d'accord. Je peux apporter un avis. Oui, vous parlez effectivement donc des dessinateurs qui sont, disons, rémunérés, qui dépendent d'un organisme, d'une administration, d'un journal, etc. Donc, bien sûr qu'il y a un actionnariat maintenant qui veille ce que raconte Jeff Dazinger dans le film, que lui, il ne peut pas dessiner n'importe quoi au New York Times, alors que New York Times, c'est l'équivalent quand même du Monde, un des journaux les plus importants et les plus libres connus sur cette planète.
Mais par rapport à Internet, il y a quand même d'autres questions qui se posent. C'est-à-dire, même si ça a l'air de l'Eldorado de la grande liberté, faut quand même se rendre compte qu'il y a 2 éléments au moins qui sont nocifs. C'est-à-dire, justement, d'être trop vu, ça emmène aussi une autocensure. Parce qu'on se dit, de toute façon, je suis mis en pâture devant la multitude. Et la multitude, parfois, peut déchirer d'une manière beaucoup plus drastique et violente qu'un employeur. Donc il y a cette réflexion. Ensuite, vous avez parlé de l'information sur Internet. Effectivement, Internet, entre guillemets, il y a tout. Mais de ce trop-plein, ça devient un trop vide. C'est-à-dire les gens pensant qu'ils savent tout parce qu'il y a tout sur Internet, souvent, ils ne savent plus rien. Parce que ce tout, ce globalisant fait, d'ailleurs la terminologie, c'est quand même drôle, qu'elle soit née quasiment en même temps qu'Internet, il y a le terme qui est né, surfer, et qui est devenu dramatique aujourd'hui quand on le réfléchit, parce que Internet permet effectivement tout, et pourrait permettre le tout en profondeur, sauf que pour la multitude, comme c'est un outil de multitude qui est devenu maître au lieu de rester outil, il permet surtout à surfer, donc à ne pas pénétrer la profondeur. Donc voilà, tout n'est pas ni blanc ni noir. Juste une dernière réflexion par rapport à ça. Premièrement, moi je pense que nous sommes à l'an zéro de la révolution numérique, et malgré ça on s'aperçoit qu'Internet s'autorégule, s'autogère, et qu'il y a il y aura une auto-éducation d'Internet qui demandera des dizaines d'années. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, ce qui est irréversible, c'est que le pouvoir, moi j'ai réfléchi à la nature du pouvoir, mais le pouvoir n'existe plus à partir du moment où il n'a pas sa quintessence, c'est-à-dire le monopole de l'information. Or, il l'a perdu définitivement. Et donc, c'est un débat ouvert. Non, mais c'est sur l'avenir. Si je peux, c'est un débat très intéressant, mais effectivement qui nous fait réfléchir. La révolution numérique, c'est extraordinairement important, c'est irréversible. Maintenant, la question, effectivement, c'est quel est le pouvoir du citoyen dans ce monde numérique, et qu'aujourd'hui, j'espère bien qu'on soit dans l'an zéro de cette révolution, parce qu'avec le numérique plus globalisation, le pouvoir du citoyen qui croit avoir tous les pouvoirs, il est zéro. Parce que comme le politique devient un pouvoir zéro, mais le politique n'est que le résultat du vote du citoyen. Donc si l'économie, la finance et la fausse liberté Internet, qui en fait ce n'est qu'une économie à laquelle le citoyen échappe, vu que ces monstres-là pour l'instant ne payent pas d'impôts, payent très peu de TVA, etc. etc. Donc aujourd'hui, malheureusement, la mutation, c'est que le citoyen n'a plus aucun pouvoir, croyant étant libre. Donc, c'est surtout ce travail-là qu'il faut faire. On va répondre à une dernière question. Juste, je vous montre ce dessin-là pour revenir sur Internet. C'est qu'avec Internet, eh bien, ce qu'on appelle les syndicats américains de dessinateurs, eh bien, et puis le côté un peu pudibond, souvent de la société américaine, fait que dessiner une femme, la Statue de la Liberté, dans le cas présent, qui passe dans le sas comme ça, de sécurité, et ça fait bien rigoler. Je vous le dis en passant, il ne dessine pas les tétons des mamelles de cette femme, de la Statue de la Liberté, parce que dessiner des seins aux États-Unis, ça va, c'est un peu casse-gueule, mais les tétons, ça passera jamais. Ce qui fait que tous les dessinateurs de presse qui travaillent dans les syndicats de revente d'associations, d'agences de dessin de presse, ne font jamais de tétons. Et deuxièmement, et c'est là où c'est très grave, c'est qu'avec Internet, parce que tout de suite, s'ils commencent à faire des tétons, tout de suite, il y a des rédacteurs en chef qui vont dire « Ah oui, mais ils vont multiplier le dessin, ils vont dire « Vous voyez, ce dessinateur, il a osé faire ça, donc le gars, il est rayé. » Et d'ailleurs, il y a de moins en moins, à cause de ces syndicats de dessins américains, de dessinateurs américains qui arrivent à s'en sortir, et ils sont de plus en plus au chômage. Et puis, l'autre chose, c'est que, par exemple, quand j'étais allé à San Diego, j'avais rencontré un dessinateur américain, il avait dessiné un buggy, vous savez, le jean des jeunes avec l'arrêt des fesses qui dépasse. Son rédacteur en chef lui avait dit « Elle dépasse trop ».
eh ben, il a diminué l'arrêt des fesses, mais pas suffisamment, il a été viré. Eh ben ça, cette chape de plomb qui est véhiculée par ce côté donneur de leçons qu'on trouve beaucoup sur Internet, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je vais te condamner, ça tu pourras pas aller plus loin, eh ben finalement, au bout du compte, il y a des rédacteurs en chef ou des décideurs en images qui font que les artistes, eh ben on leur dit ça tu touches pas, ça tu touches pas, alors qu'ils pourraient très bien y toucher, mais ils ont tellement peur d'affronter par Internet et par les réseaux sociaux des critiques par dizaines de milliers. Moi, le dessin dont j'ai parlé dans le film, 30 000 mails en une seule journée, on a fait péter le serveur du journal. Et ben du coup, il y a des décideurs en images, et ben ils pétochent, et du coup on passe à autre chose et on ne montre plus certaines images et certains dessins ou certaines créations artistiques. Je crois que la dernière. Oui, j'en avais. Pardon, je peux? Oui, allez-y. Juste, alors rapidement, je voulais d'abord vraiment vous remercier pour ce superbe film. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est justement d'avoir si bien montré avec tant de sensibilité tout le contexte politique et culturel du milieu dans lequel ces dessinateurs évoluent. Et justement, je me posais la question par rapport à la réflexion du caricaturiste de Côte d'Ivoire. Je pense que ce contexte, en fait, définit probablement la fonction de l'image. Parce qu'il dit très juste, enfin, il dit que l'image, pour lui, peut servir, l'image de presse, à réconforter les gens tout aussi bien qu'à dénoncer. J'ai beaucoup aussi j'ai été très très marquée, marquée par la réflexion également du dessinateur russe qui dit que la peur est culturelle chez eux. Et donc ma question est la suivante. Donc encore merci aux cinéastes parce que ça c'est fondamental justement. Je pense que c'est la clé du monde dans lequel on vit. Et ma question à Monsieur Plantu serait la suivante. Est-ce que vous avez vous-même déjà utilisé l'image de presse pour rassurer les gens? Ou est-ce que c'est uniquement pour dénoncer, critiquer, comme finalement notre culture française nous pousse à le faire? Voilà, merci. C'est une excellente question. Est-ce que quand j'ai dessiné Strauss-Kahn comme ça, est-ce que j'ai rassuré les Français? Je suis pas sûr. Mais je vais peut-être en trouver d'autres. Excusez-moi, c'est parce que je ne peux pas m'empêcher de faire les zigotos, mais des dessins qui rassurent, je pense que, en tout cas, regardez, ça c'est une dessinatrice iranienne, et ben, le fait qu'elle montre l'homme égale la femme, tout ça, elle le fait où? Elle le fait à Téhéran. Et ben, je trouve que ça c'est un dessin rassurant. Elle fait partie de Cartooning for Peace, elle est iranienne et elle travaille à Téhéran. Et moi, je trouve que de dénoncer, ça peut être rassurer toutes ces femmes iraniennes qui disent on en a marre d'être muselées, et peut-être que ça les a rassurées. Hein. Peut-être que tu as peut-être une meilleure réponse. Ce qui est rassurant chez Plantu, c'est qu'il continue à dénoncer. Ah. Est-ce que c'est un dessin rassurant? Il s'appelle Schwartz, et il y a Grand Palais, Expo Courbet, et le gars, il dit l'origine des emmerdes, et c'est la tête à Sarko. Est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas. Parce que le dessin, c'est aussi fait pour... on est là pour aussi... ça, c'est un dessinateur britannique qui montre la liberté d'expression qui est des fois bafouée. Vous savez, le dessinateur, on dit souvent... Mastroianni, je l'avais rencontré une fois, il avait dit, vous les caricaturistes, vous vengez les citoyens. Peut-être que venger, c'est peut-être une manière de rassurer, pourvu que ce soit une vengeance pacifique quand même. Mais c'est vrai que le dessinateur de presse est souvent amené à être quelqu'un qui peut venger. Peut-être que, sauf si vous avez quelque chose à dire, je peux vous montrer quelque chose de très rassurant. Ça y est, ça me revient. Vous savez, les neurones, ils travaillent comme ça chez moi. Je vais vous montrer comme ça. Des tétons. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je vais vous montrer 3 images. Et vous allez comprendre en quoi l'art peut être rassurant. Là, vraiment, je réponds... Là, des fois, je réponds mal aux questions. Là, j'essaye de... on est à Medellín. On est en Colombie. On est sur la place centrale de Medellín, là où j'ai pris la photo il y a 5 ans.
Là où il y a, à l'époque, il y avait les narcotrafiquants, il y en a toujours, il y avait les FARC, il y avait les paramilitaires, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer de violence. Le maire de Medellín commande à Botero, l'immense sculpteur, peintre colombien, il commande une colombe. Botero fait cette colombe, que je trouve magnifique. Qu'est-ce qui se passe 15 jours après l'inauguration? Vous imaginez? Et je trouve qu'il y a une fable autour de cette colombe explosée, parce que le maire de Medellín dit à Botero, bon, on va enlever la colombe, on va en mettre une autre toute neuve. Et Botero a la super... Je sais pas, je trouve que c'est rassurant, je trouve que c'est bienfaiteur, c'est intelligent. Il dit non, on va en mettre une nouvelle à côté de celle qui a explosé. Et comme par hasard, depuis 5 ans, il n'y a pas eu d'autres attentats contre les colombes. Et ça me fait du bien. Alors c'est peut-être une réponse. Et puis on va peut-être se quitter là-dessus parce qu'il est tard. Et en tout cas, vraiment, je remercie encore l'Institut du monde arabe de nous avoir donné l'occasion de montrer ce chef-d'œuvre grâce à mes 2 amis, à Stéphanie et à Radou. Et puis je vous dis à une prochaine fois, et puis peut-être à la Sorbonne aussi. Merci.